1, 2, 1, 2, bonjour à tous et bonjour à mes chers panélistes. Alors on avait fait un petit sondage avant d'arriver pour dire que nous allions parler en français. Wolf Alexis, le français, ça vous convient? Alors je propose de vous parler en français, mais de vous parler en anglais, mais que vous répondez en français. Okay. Deuxième langue maternelle, j'ai plus l'habitude de parler dans un contexte plus formel. Wolf Alexis Poetvarken, qui est en charge du développement de Bitpanda en France et au Benelux. J'ai aussi Vincent Richir, qui est lui en charge des politiques publiques à Mastercard. Bien sûr, Nathalie Auffauvre, secrétaire générale de l'ACPR, et Frédéric Lacroix, qui est juriste émérite associé chez Clifford Chance. Et donc, en effet, Jérémy Lebescon, en charge des thématiques crypto et Web3 au sein du magazine Capital et de la newsletter 21 millions, à laquelle je vous recommande bien sûr de vous abonner. On va évoquer en effet les questions de régulation, mais peut-être un petit mot sur vos structures respectives et celles que vous représentez. Wolf Alexis. Volontiers. So Alexis Poetvarken, Director of Business Development for Bitpanda. It's not the only thing I do. I'm also the MD of the German branch and of another subsidiary. Bitpanda is, I think, Europe's largest domestic crypto exchange. 4 million of our own clients, 700 plus employees, always varying, and also an infrastructure business that currently reaches 25 million people. And among the clients are shops like N26, like Lydia in France. We've announced Raiffeisen, which is onboarding now in Austria. So the first traditional bank, and there's 1 or 2 more coming in a couple of months, which we'll be announcing. Vincent. Mastercard est donc un des leaders mondiaux dans les technologies de paiement, présent dans 210 pays et qui couvre à peu près 3 milliards de cartes dans le monde et au bas mot 100 millions de commerçants. Nathalie Auffauvre. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité nationale au sein de l'Union européenne, en charge de la supervision des banques et des assurances. Et à ce titre, donc, qui met en œuvre une supervision de façon tout à fait articulée avec l'AMF pour tout ce qui concerne les PSAN notamment, puisque de notre côté, nous donnons un avis dans le cadre de la régulation actuelle sur le respect de la réglementation en matière de LCBFT et d'honorabilité des dirigeants. Frédéric Lacroix. Bonjour à tous. Donc Clifford Chance est un cabinet d'avocats international présent un peu partout dans le monde, mais notamment dans les grands centres financiers. On pratique le droit des sociétés, droit financier, etc. Mais surtout, je pense que dans le contexte ici, on aide nos clients à naviguer dans un ensemble réglementaire en mouvement, compliqué, qui provient de différentes sources de réglementation sectorielle, et donc voilà, qui a besoin de se structurer et d'être rendu plus compréhensible peut-être. Bah justement, on va poser le contexte de la réglementation et de comment elle s'est déroulée, comment elle a évolué jusqu'ici en France et en Europe. Nathalie Auffauvre, je vais peut-être justement de nous faire un petit historique sur les débuts de la réglementation, sur les enjeux crypto. Je pense qu'on peut commencer par la loi Pacte, mais peut-être que vous allez me contredire. Non, je pense que c'est un bon point de départ. D'abord, je voudrais dire que je suis très contente de prendre la suite de Marianne pour le flambeau féminin, parce que moi-même, j'ai pris mon poste depuis le mois de janvier dernier, et donc ça nous fait une contribution supplémentaire à cette féminisation de ce monde financier et de la régulation. Je pense qu'il y a eu cette approche en France de vouloir jeter les bases d'une réglementation pour favoriser le développement de cette industrie naissance sur une base saine. C'était important pour nous parce qu'il nous semble qu'il faut que cette industrie soit basée sur une vraie valeur. Et cette vraie valeur ne peut pas se faire sans respecter un minimum de réglementation, d'où l'importance, en tout cas du côté de la CPR, de l'accent que nous avons mis, bien sûr, sur la question de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, qui est véritablement un enjeu majeur pour permettre à cette nouvelle activité, au minimum, de respecter
cette réglementation tout à fait déterminante. Donc, c'est un effort aussi pour nous, et je pense que l'idée, c'est bien à la fois d'accompagner cette industrie naissante, et nous aussi de nous préparer à encadrer, accompagner cette industrie, plutôt que de ne rien faire, de laisser les choses se faire, comme notamment... Enfin, il y a une différence culturelle avec les États-Unis, mais je pense qu'on peut vraiment, indépendamment de la question culturelle, défendre notre modèle, dans le sens où ne rien faire et puis sanctionner brutalement, ce n'est pas, de notre point de vue, la façon la plus efficace d'obtenir ce qu'on veut, puisqu'on a tous une sorte de learning process, de courbe d'apprentissage. Et notre dialogue, notre expérience, c'est que notre dialogue avec les entreprises, c'est que, évidemment, ils viennent vers nous, on n'a pas le même langage presque. Donc, il faut qu'on arrive à échanger sur la compréhension du business model, à ce qu'il y ait un apprentissage de leurs attentes, et nous aussi, de comprendre ce qu'on peut leur demander. Et je pense que cette courbe de croissance et d'apprentissage commune est vraiment très importante pour accompagner cette industrie. Mais, je le répète, c'est aussi très important, justement, pour être sûr de la valeur créée. Moi, je pense qu'il y a une valeur créée, mais il faut en être sûr, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours un business model pour toutes ces entreprises si elles doivent se conformer à la réglementation? Et je crois que c'est vraiment important de le montrer, parce que, par moment, quand ce sont... des services, entre guillemets, purement spéculatifs, par exemple. Quel est le lien avec l'économie réelle? En quoi ça soutient l'économie réelle? Et je pense qu'avec la maturité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut démontrer. Et une façon de le démontrer, c'est aussi de respecter cette réglementation qui, indépendamment de ça, est évidemment nécessaire pour tous les enjeux de protection des investisseurs et de respect de la réglementation, notamment LCBFT. Vincent Richir, en tant que justement groupe international pour Mastercard, on a évoqué un temps l'approche aussi américaine rapidement, mais justement comment vous vous positionnez? Alors peut-être même je vais poser ma question en deux temps. Lorsque j'ai découvert Bitcoin il y a une dizaine d'années, il était très peu question finalement des systèmes de paiement traditionnels, et vous êtes quand même très associé aux banques dans l'inconscient collectif. Donc quelle est votre approche par rapport aux crypto-monnaies? Comment vous les embrassez, si vous les embrassez? J'étais récemment au Mastercard Innovation Forum, donc je pense qu'il y a quand même eu du chemin fait de votre côté. Et puis en effet, quel est votre regard sur, tout simplement sur l'approche européenne? Absolument, et je peux vous confirmer qu'on les embrasse. On peut se demander pourquoi un acteur qui au final est un réseau qui connecte plus de 20 000 banques à travers le monde s'intéresse aux crypto-monnaies et pourquoi justement il vient aller sur ce terrain-là. Moi je peux vous dire, ça peut paraître contre-intuitif, mais Mastercard est à la fois très positif sur le développement des crypto-monnaies, des crypto-actifs, pour le faire évoluer le secteur des paiements retail, tout en demeurant quand même vigilant. Positif parce que derrière la blockchain, nous, ce qu'on voit surtout, c'est une technologie qui a le potentiel de venir résoudre des problèmes qu'on rencontre, des problématiques au quotidien dans le secteur des paiements, que ce soit les paiements cross-border, ça a été évoqué ce matin, on peut encore améliorer l'efficacité des paiements transfrontaliers, également la programmabilité ou la tokenisation de certains assets. Donc pour nous, vraiment, on voit ici une vraie opportunité, et c'est pour ça qu'on a tendance, nous, à ne pas opposer TradFi versus DeFi ou versus le secteur des cryptos. Au contraire, nous, on a le sentiment que les deux vont venir se nourrir et qu'on va aboutir à une sorte d'infrastructure financière hybride qui permettra d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, tout en étant capable aussi d'apporter des solutions aux risques des deux mondes. Mais on reste quand même vigilant parce que tout ça doit se faire en respectant certains principes et en faisant attention à ce que ça ne vienne pas impacter notamment la stabilité financière. Et c'est pour ça que nous, on a mis en interne on a adopté une sorte de doctrine ou de fil conducteur, c'est-à-dire que
on a fait l'annonce qu'on était prêt, ou en tout cas qu'on travaillait sur le fait d'accepter des cryptoactifs sur le réseau Mastercard, mais en respectant certains principes. Le premier principe concerne la protection des consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui est non négociable chez nous, c'est-à-dire c'est tout ce qui touche à la lutte contre la fraude, la protection des données. Le deuxième principe qui touche à la stabilité financière, je l'évoquais précédemment, là, ça amène forcément à faire un peu un distinguo entre certains actifs et quel actif pourra circuler sur le réseau Mastercard. Et troisièmement, là, on vient sur le sujet de la table ronde, le respect des réglementations locales, qui pour nous, en tant qu'acteurs du paiement, est absolument primordial. Pour revenir à ta question sur la perception de l'Europe et notamment de la France, peut-être le témoignage d'un Français dans une entreprise internationale. Moi, quand je parle à mes collègues qui sont en charge de ces sujets, je peux vous dire que l'Europe et la France, notamment, sont vraiment considérées comme étant pionnières dans l'encadrement réglementaire et que ça apporte vraiment un avantage pour le pays en termes d'innovation. Je pense à ce qui a été fait par le gouvernement qui vraiment incite au développement du secteur blockchain. Même au sein de la CPR, il y a une excellente unité en charge des fintech et de l'innovation qui vraiment, pour le coup, est là pour soutenir au quotidien. Donc là, on voit vraiment la différence avec d'autres juridictions. Et tout ça pour vous dire que nous, on va continuer notamment au niveau européen de travailler sur ces sujets et notamment de pousser en interne pour continuer à faire croître le secteur en France, en Europe et dans le monde. Avant de donner la parole à Wolf-Alexis, qui, lorsqu'il est question de régulation, est quand même très concerné aussi, mais Frédéric Lacroix, peut-être l'œil du juriste justement à ce sujet. Oui, alors justement, en contrepoint de ce que vous disiez sur le respect des lois, en fait, le problème que l'on a dans ce domaine-là, c'est l'extrême fragmentation du paysage réglementaire ou juridique, même plus largement, de l'univers des fintech, crypto dans le monde entier. Alors si on regarde si on fait un mapping des différentes zones géographiques, on a en fait une typologie de quatre types de pays en réalité. Vous avez ceux qui interdisent purement et simplement les plateformes crypto, la technologie, les produits. C'est typiquement le cas de la Chine, on l'a vu, ça c'est clair et net. Vous avez ensuite, à l'autre bout du spectre, vous avez les pays qui sont plutôt favorables et qui ont introduit des réglementations. On parle de la France. Au niveau régional, on parle de l'Union européenne. Vous avez également le Canada, l'Australie, Singapour. Ils sont finalement assez nombreux à vouloir maintenant commencer à mettre en place ces différentes réglementations. Et après, vous avez les pays, deux types de pays qui n'ont pas de réglementation. Certains sont friendly, à peu près. Je pense à l'Angleterre, qui n'a pas encore, alors qui maintenant va avoir une réglementation avec le Financial Services and Market Bill qui vient d'être adopté et qui introduit quelque chose, enfin une réglementation à peu près équivalente à celle de MiCA, mais où il n'y a pas de difficulté particulière, le pays est plutôt favorable. Et puis vous avez ceux qui sont défavorables, parce que non seulement ils ne veulent pas adopter une réglementation, mais en plus cherchent plutôt à requalifier ces produits et services dans des catégories traditionnelles de la finance. Ce sont typiquement les États-Unis, avec un succès plus ou moins mitigé. On voit avec la décision de Ripple qui vient d'intervenir le 12 juillet, où finalement un tribunal de New York a rejeté en partie les arguments développés par la Securities and Exchange Commission. Donc dans ce contexte-là, aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que certes, quand vous voulez développer votre activité et avoir vos produits distribués et achetés dans un pays donné, vous avez des différences de réglementation qui vont rendre les choses assez difficiles en réalité. Donc il y a une nécessité de convergence. Alors, Marianne Barbalayani évoquait effectivement les principes du FSB, tout récents, qui suivent la consultation qui avait été clôturée en décembre de l'année dernière. Il y a eu pas mal de papiers de l'OICV, du CPMI ESCO et également du comité de Bâle, qui de son côté, en matière de réglementation prudentielle, a regardé les choses. Pour protéger en fait le système, notamment du côté bancaire. Donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté d'aboutir à une convergence. Maintenant, cette convergence, elle peut être faite de deux manières. Soit on obtient une sorte de traité international qui va poser en fait des règles
auxquels vont adhérer les différents pays qui vont participer effectivement à ce traité. Ça peut être très long, traité ou convention. Hein. Alors ça peut être très long, mais on a déjà des expériences en la matière. La Convention de New York en matière de reconnaissance des décisions arbitrales dans l'arbitrage international. On a la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Donc on a ce genre d'instrument qui existe. Maintenant, ce n'est pas le plus fréquent et c'est le plus difficile. À l'autre bout, et là aussi on en a l'expérience, c'est finalement une convergence des réglementations du côté des pays qui vont être un peu bénévolentes sur ce terrain-là et qui vont appliquer des principes qui sont édictés par le FSB, par le comité de Bâle. En matière prudentielle, c'est typiquement le cas. Chaque pays va adopter finalement des règles qui introduisent les principes internationaux dans la réglementation locale. On a eu la même chose avec finalement le FSB, concernant les principes en matière de résolution bancaire. Donc, de ce point de vue, c'est un chemin qui semble plus probable, mais qui va rester relativement long en termes de progression et qui va rester imparfait parce qu'un certain nombre de pays ne voudront tout simplement pas adhérer à ces principes. Wolf Alexis, quel est votre regard en tant que PSAN, enfin en tant qu'acteur crypto? Je pense que vous êtes l'un des plus, celui qui a obtenu le plus de licences peut-être en Europe, peut-être avec Bitstamp. Quel est votre regard sur la régulation française, européenne? Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire, notamment aussi par rapport au secteur bancaire? A question in several parts. Firstly, the Loi Pacte, I think, was the, if you want, the initial progressive piece of regulation that we saw earlier. I think we were one of the early registrations in France as well. It's our view that the licensing regime, so the complicated part, the hard part of the French regulation is actually very close to MiCA as well. And we are getting ready to embrace that, to move ahead also with MiCA. We're already seeing also in response from the clients and prospective clients that if you compare the situation to a year and a half ago where things weren't really clear, larger banks, we would approach them and say, okay, you know, what is your take on crypto? What do you think about it? You know, move? And they say, yeah, you know what, it's unclear. And when it became clear that MiCA was coming into force, suddenly a lot of processes would kick off. You would see large banking groups suddenly throwing huge requests for proposals at us, smaller groups moving very fast to onboard. And what does this tell us? It tells us that the second you have a level of certainty in the regulatory framework, then this is what makes large banks move. They will not do anything that is not regulated, but they will do stuff that is regulated if they see a sense in it. And this is the traction, I think, that a regulation like the French Loi Pacte created already in the French market, and that I think Europe really, so at the European level, that really got taken up and was turned into something like MiCA that is now going to be valid for everyone, that is going to at the same time protect and homogenize the market, and that will allow players also to build similar regulated, predictable entities that will allow to passports, and that opens up ultimately all the parameters of a successful business model that a large financial institution is used to playing, is comfortable playing, and that it will want to have as part of a business that it engages in. Justement, plongeons-nous dans MiCA, et qui a été finalement adopté après des années de tractation il y a quelques semaines. Qu'est-ce que cela va changer d'ailleurs MiCA pour la CPR, de votre point de vue, Nathalie Auffour? Alors, ça va être un changement quand même assez important puisque la CPR aura un rôle de supervision directe pour ce qu'on appelle les stablecoins en bon français. Difficile à traduire. D'ailleurs, je n'ai pas envie trop de le traduire mot à mot parce que le mot stable, bon, c'est un peu une appellation marketing. Il faut que ce soit démontré. C'est bien ça qu'on va rechercher. Après tout, même les devises traditionnelles ne sont pas forcément stables. Non, mais justement, on ne les appelle pas stables. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un marketing du nom et il faut s'assurer de la promesse qui est derrière. D'où l'importance de la mise en œuvre de cette supervision directe. Donc, je rappelle, dans la loi MiCA, la CPR sera en charge de la supervision directe des émetteurs
de stablecoins, avec 2 types de stablecoins, ceux qui seront vraiment adossés à une monnaie fiat, une monnaie unique, donc qui seront des jetons de monnaie électronique, et puis ceux qui seront référencés avec des actifs sous-jacents, plusieurs actifs, donc les ART. Donc on aura un rôle de supervision directe et ce sera un agrément. Donc je préfère quand même le dire, c'est quand même un changement très important de règles et d'attentes pour pouvoir obtenir l'agrément. Donc on s'y prépare puisque évidemment cela va nous demander de mettre en œuvre un certain nombre de compétences. Nous aussi, donc au passage, je remercie les équipes effectivement d'Olivier Flich en charge du pôle FinTech, qui est quand même le point d'entrée unique, guichet unique qu'on a mis en place à la CPR pour faciliter l'interface avec l'ensemble de l'industrie. On s'y prépare, mais pas tout seul, parce que dans la loi MiCA, si un stablecoin a une dimension significante, donc importante. Cette fois-ci, c'est pas seulement la CPR qui sera en charge, ou pas du tout la CPR, ou en tout cas pas toute seule, mais ce sera directement le BA, l'autorité bancaire européenne, qui pour la première fois va exercer une fonction de supervision directe. Donc on voit qu'on est en train à la fois peut-être d'offrir un cadre européen unique, donc quelque chose de plus clair pour les acteurs, mais en même temps qui va être quand même plus exigeant. Et je crois que ça, comme l'a dit Marianne, c'est tout à fait en ligne avec le fait qu'il y a une maturité plus grande de l'industrie, que les stablecoins peuvent faire naître des risques pour la stabilité financière, puisqu'on est en train de tisser avec les stablecoins des liens avec la finance traditionnelle, avec les banques en particulier, et que bien sûr, s'ils se développent, on peut avoir des enjeux de stabilité financière. Donc c'est tout l'enjeu du développement et de la mise en place de MiCA, mais qui va aussi offrir une base réglementaire claire, harmonisée au niveau européen, qui va nous amener forcément à interagir beaucoup avec l'autorité des marchés financiers, avec l'ESMA, avec le BA, et donc un travail beaucoup plus en coordination au niveau européen de l'ensemble des régulateurs. Donc il faut que tout ça se mette en place. Notre idée est vraiment, dès le départ, de coordonner notre approche et d'éviter des approches et des mises en œuvre différentes, puisque là, on part de zéro. Donc c'est un travail qu'on a commencé sur lequel on a commencé à réfléchir, pas plus tard que ces dernières semaines avec le BA, et qui est important parce que il faut que cette approche, et on a encore les textes de niveau 2 à finir de définir, mais cette approche doit être partagée avec l'industrie parce que ça va être quand même un saut assez important, que ce soit en termes d'exigences prudentielles, de gouvernance, de respect des pratiques commerciales. Donc l'ensemble du dispositif de supervision qui va quand même être fortement remonté, et qui, comme l'a souligné Marianne, un agrément, c'est plusieurs mois de travail. Donc, si on veut être prêt pour le démarrage de MiCA, c'est l'ensemble de la profession qui doit commencer à travailler très vite. Vous l'avez déjà en partie mentionné sur ce que couvre MiCA et notamment les stablecoins. Nathalie, Frédéric, qu'est-ce que ne couvre pas MiCA aussi? Est-ce que vous pouvez le mentionner? Alors, je dirais MiCA est quand même un règlement qui cherche à être assez holistique puisqu'il couvre les cryptos actifs et leur émission, la fourniture de services sur crypto et donc l'encadrement des prestataires qui vont fournir ces services. Et un élément qu'on oublie souvent de mentionner, mais c'est également une réglementation des abus de marché. Quand même introduire un peu de discipline de marché et donc de lutte contre des activités déviantes sur les marchés crypto est quelque chose qui aujourd'hui pourrait paraître assez intéressant tout de même. Donc ça, c'est l'ensemble que couvre MiCA. Mais MiCA est un règlement qui rentre dans un cadre beaucoup plus large, en réalité, parce qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas couverts par MiCA. On pense évidemment à la monnaie numérique de banque centrale, qui va faire qui fait l'objet d'une proposition de règlement aujourd'hui de la Commission européenne, publiée à la fin du mois de juin. MiCA ne couvre pas les actifs crypto qui ne sont pas fongibles, les NFT, les fameux non-fungible tokens,
quoique, tout dépend de ce qu'on entend par fongibilité et donc notamment des émissions par série de NFT. Donc ils peuvent quand même s'y retrouver. On en reparlera également, mais c'est la DeFi. La DeFi n'est a priori pas couverte par MiCA, d'une manière ou d'une autre, parce que les services ou les actifs et les activités qui sont concernées échappent finalement à ce que l'on connaissait du secteur de la crypto à l'époque où MiCA a commencé à être écrit en fait, et négocié au sein des institutions européennes. Et ça ne couvre pas, ensuite, je dirais, des dispositifs électroniques qui ne constatent pas la création d'un droit dans un enregistrement électronique. Ça peut être par exemple effectivement les cartes cadeaux, des choses comme ça qui peuvent être constatées par un mécanisme ad hoc. Ça ne réglemente pas la blockchain en tant que telle, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Ça ne couvre pas non plus d'autres régulations, enfin d'autres actifs ou d'autres activités qui peuvent être couvertes par la régulation. Alors, ça ne couvre pas, par exemple, les titres numériques. Donc, on parle de digital bonds. On a beaucoup parlé à propos des émissions obligataires, notamment de la BEI, la Banque européenne d'investissement, et d'autres institutions. Ces titres-là sont a priori captés par la réglementation existante en matière de services d'investissement, en matière de règlement sur les prospectus, en matière d'abus de marché, le cas échéant. Et surtout, ces titres financiers numériques peuvent être captés ou être soumis à la nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur depuis mars de cette année. C'est le règlement sur le régime pilote qui prévoit une sorte de bac à sable encadré pour permettre l'émergence d'un marché des titres financiers numériques cotés sur des marchés spécifiques, des marchés reposant sur la blockchain et qui font l'objet d'une compensation centralisée auprès d'infrastructures dédiées également. Wolf-Alexis, Nathalie l'a dit tout à l'heure, ça peut être plus complexe à l'agrément pour MiCA. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous en termes de structuration? Est-ce que vous êtes déjà prêt d'ailleurs? Est-ce que ça signifie aussi peut-être que vous allez d'ailleurs en amont chercher l'agrément en France pour faire suite à Stablecoin Forge? Et puis aussi, est-ce que MiCA représente pour vous en tant qu'acteur une opportunité peut-être même économique sur ce marché européen? Okay, so again, a question in 3 parts. I love those. Sorry for this. No, perfectly fine. I just need a bit of processing time. Apologies. First things first, MiCA, how does Bitpanda go about MiCA? So we have our own, my colleague referred to it as task force yesterday. He sits over there. It's actually not task force. It's 2 managing directors of regulated entities plus our VP regulations who are implementing this in the Austrian entity. Will we also go for the large license in France? Sorry to deceive you, we will not, but why? That's the main, one of the main advantages of MiCA is we can passport. So given that we already have in Austria a MiFID license, an e-money institute, it was the obvious choice for us to go there. And go through the process there. And this will, and now we move over to the second part of your question. The big advantage obviously is to be able to passport. Right now, we maintain, I think, 3 classic financial service licenses. We have the German crypto proprietary trading and German custody license, which is close to a CRR institute. So it's another piece of very heavy lifting. We have, I think, 17 different registrations all over Europe, which on the one hand is really cool. If you work with us, you can basically work as if you are working with a passportable entity. But come MiCA, this all just collapses into one major license, and it will allow us to just offer the services across the EA. So there's the main advantage. And ultimately, what will it do to clients? I think we touched upon the points already. For retail clients, there is certainty and customer protection, plus very certainly elements of clarity and education. For institutional clients, finally, you will see that there's going to be clarity as to how the different players you work with are regulated, how the products are regulated, what the documentation is supposed to be like.
you will see for the CASPs themselves that suddenly also those guys become predictable, that there's no more, problems with bankability when you're a small crypto asset service provider to find a bank account, because everybody knows who you are, how you're regulated, and what you're supposed to do. And finally, another point, I think it was mentioned earlier by the president of the AMF, is the topic of the topic of reverse solicitation, that you have non-regulated entities operating in a market where the local players have to be regulated, and that problem should also then hopefully go out of the window, leveling the playing field for players that will get the registration. Je sais pas, c'était pas prévu. Alors, on a plus que 5 minutes. Hein. On n'avait plus beaucoup de temps. Désolé pour ça, mais justement, c'est intéressant ce qu'a dit Wolf Alexis. Est-ce que finalement, MiCA n'est pas dangereux, en tout cas du point de vue français, de manière à ce que, maintenant que ça devient un marché global, cela peut inciter des acteurs à s'installer ailleurs pour demander ce passeport numérique? Je ne sais pas qui veut répondre à ça, ou peut-être Frédéric, qui a un regard neutre. C'est la course à l'échalote. On l'a vécu avec le Brexit. Donc clairement aujourd'hui, oui, il y a une vraie analyse multicritère qui est faite par un grand nombre d'acteurs pour décider de savoir où ils vont se parachuter pour demander un agrément. Alors maintenant, la France a quand même une grosse longueur d'avance avec le régime SAN, avec une culture de l'univers crypto qui est un réel avantage, je tiens à le préciser, malgré tout le reste de l'environnement économique, social, juridique de la France. Il y a quand même un véritable attrait, et la qualité du régulateur, et je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais la qualité du régulateur est un élément important. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'avoir un régulateur sophistiqué pour tester des business models et qu'il les comprenne, les valide et vous indique quel agrément demander. Lorsque vous avez un régulateur qui ne comprend rien et qui a peur précisément de s'engager sur cette voie, c'est horriblement compliqué. Ensuite, il y a également la bande passante, un grand régulateur qui a des ressources, c'est quand même mieux qu'un petit régulateur, je dirais presque de province, et qui se retrouve submergé avec des demandes qu'il ne sait par ailleurs pas traiter. Alors c'est la course à l'échalote, c'est aussi la course contre la montre. Est-ce qu'on peut s'attendre à un MiCA 2? J'avance vite sur les thématiques de cette table ronde, mais est-ce que c'est inévitable néanmoins, parce qu'il y a encore des sujets à traiter, Nathalie? Oui, je crois qu'on n'est pas à la fin de l'histoire. Merci pour les propos tout à fait positifs à notre égard. On va essayer de faire au maximum. Enfin, nos ressources ne sont pas non plus illimitées. Donc, il va falloir qu'on soit extrêmement efficace, mais on va essayer de l'être, bien sûr. MiCA 2, oui, est nécessaire parce que on n'est pas au bout de l'ensemble des sujets à traiter. D'abord, a été mentionnée la question des conglomérats crypto, qui est vraiment un sujet quand même de préoccupation pour nous parce que c'est des conglomérats assez opaques jusqu'à présent. Et si on veut vraiment atteindre la maturité sur cette industrie, il faut que ces conglomérats perdent cette opacité. Il faut qu'on ait plus de transparence, il faut qu'on ait les moyens d'avoir aussi une régulation qui s'applique à eux et qui ne soit pas impossible parce qu'on n'y comprend rien, qu'il y a des tas d'écrans, des multiples entités mal identifiées, etc. Donc, et là, forcément, puisque c'est une dimension internationale, il faut qu'on ait des progrès au niveau international et je pense qu'on sera plutôt sur l'option 2 de la convergence. C'est un long travail, mais je pense que c'est quand même un travail qui progresse. Pourquoi? Ça fait des années qu'entre superviseurs, nous travaillons ensemble et qu'on a la capacité de se mettre d'accord sur des mécanismes, sur un vocabulaire, sur des risques. Donc on a élaboré avec le temps une compréhension commune et un langage commun qui nous permet plus facilement, en tout cas, de bien identifier les choses. Après, on peut avoir des différences de vue sur la façon de contrôler ça. Donc le MiCA 2 est à mon avis indispensable pour prendre en compte ces complexités et cette coordination internationale qui sera indispensable. Et puis il y a la question de la DeFi, finance décentralisée comme on l'appelle, mais qui n'est pas toujours tant décentralisée que ça puisqu'il y a des concentrations sur certains secteurs. Donc il nous semble qu'il y a beaucoup de matière pour travailler sur cette question de la DeFi. Et pour nous, c'est un enjeu. Pourquoi? Non pas pour empêcher la DeFi. On pense qu'il peut y avoir des enjeux tout à fait importants d'innovation, de productivité, d'amélioration du secteur financier au sens large. Mais évidemment, il faut que ce soit sur une base saine et avec la mise en œuvre
des garde-fous de la réglementation, que ce soit en termes d'activités licites, contre la fraude, la protection évidemment des consommateurs. Donc tout ça doit pouvoir pénétrer ce monde de la DeFi pour permettre cette articulation avec la finance traditionnelle et en obtenir tous les gains. Justement, par rapport à la DeFi, alors même si en effet il faut la définir, pour moi Bitcoin c'est déjà de la finance décentralisée, mais comment vous placez par exemple Mastercard finalement par rapport à ces enjeux-là? Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce qu'il y a des risques pour vous en tant qu'acteur international et système de paiement? Quel est votre regard là-dessus? Oui, sur les challenges, nous, qui viennent d'un point de vue réglementaire, et je pense que là, on va complètement rejoindre Frédéric sur la question de la fragmentation. Ça, pour nous, Mastercard, comme je disais en introduction, est présent dans 210 pays. Donc c'est vrai que pour nous, devoir adresser 210 réglementations différentes, ça peut être un petit challenge. Donc c'est vrai que cet échange, cette coordination au niveau international est absolument clé, surtout sur un sujet qui est par nature international et qui par ailleurs bouge à une vitesse assez rapide. Donc là aussi, je pense que les pouvoirs publics en France font le job, entre guillemets, d'essayer d'influencer, de faire avancer cette coordination, notamment au sein du FSB, mais nous, on ne peut que inciter à aller dans cette direction-là. On aurait eu besoin d'une heure de plus, on ne l'a pas. Nathalie Aufauvre, Frédéric Lacroix, Vincent Richir, Wolf-Alexis Bootfarken, je vous remercie pour votre participation. Merci bien sûr à la DAN pour cet accueil et merci pour votre attention.